Ils se sont moqués de lui. Ils lui ont menti. L'un dit, il m'a piégé dans le pire film de ma carrière. Un autre, tu as baisé ma femme, aurait hurlé Stallone au téléphone, mettant ainsi fin à une amitié avec Eddie Murphy qui ne s'en est jamais remise. Pendant des décennies, ces rancunes ont circulé à voix basse sur les plateaux hollywoodiens. Rôles sabotés, scripts volés, insultes privées devenues humiliations publiques. Mais aujourd'hui, Stallone en a fini avec la diplomatie. À son âge, il révèle enfin les 5 noms qui ont hanté sa carrière. Des hommes qu'il qualifie de traîtres, de poignards dans le dos. Ce n'est pas une question d'ego, c'est personnel. Bruce Willis, avide et paresseux. L'alliance entre Sylvester Stallone et Bruce Willis avait tout d'un partenariat en or, 2 monuments du cinéma d'action réunis dans une même franchise, Expendables. Pourtant, derrière les caméras, ce qui avait commencé comme une collaboration prometteuse allait tourner au clash hollywoodien brutal. En 2013, lors des négociations pour The Expendables 3, la situation dégénère. Willis reçoit une offre mirobolante. 3 millions de dollars pour seulement 4 jours de tournage en Bulgarie. Une somme déjà considérable, surtout pour un rôle secondaire. Mais Willis, sûr de sa valeur, réclame 1 million de plus, soit 4 millions au total. Stallone, qui voyait Expendables comme un projet personnel, un hommage aux films d'action des années 80 et 90, prend cette exigence comme un affront. Pour lui, ce film n'était pas une simple transaction financière, mais une lettre d'amour au genre qu'il avait rendu célèbre. La réaction de Stallone est d'une rare violence. Non seulement il refuse, mais il règle ses comptes publiquement sur Twitter, un geste presque inédit dans un Hollywood habitué au faux sourire. Il annonce le remplacement de Willis par Harrison Ford et en profite pour attaquer son ancien ami de front, le qualifiant des « avides et paresseux ». Il ajoute que l'arrivée de Ford est une « excellente nouvelle » qu'il attendait depuis longtemps. Une humiliation publique sans appel, qui choque autant les fans que les professionnels de l'industrie. Le contraste entre leur vision du cinéma devient évident. Stallone, passionné, voulait recréer l'esprit d'équipe et la fraternité des films d'action. Willis, de son côté, s'était depuis longtemps lassé du genre. Dans une interview de 2013, il confiait même que « les explosions sont l'un des aspects les plus ennuyeux de son métier ». Un aveu qui illustre son désintérêt croissant, là où Stallone brûlait encore d'envie de faire vibrer le public avec des scènes spectaculaires. Le conflit prend racine encore plus loin. Dans les années 1990, Stallone, Willis et Schwarzenegger avaient cofondé la chaîne de restaurants Planet Hollywood, symbole de leur statut de superstar. Mais cette alliance commerciale n'a jamais vraiment nourri une amitié solide. Déjà à l'époque, Stallone reprochait à Willis son détachement et son approche trop mercenaire du métier. La négociation ratée de 2013 ne fut donc que l'explosion d'un ressentiment qui couvait depuis longtemps. Lorsque la nouvelle de la maladie de Willis éclate en 2022, l'aphasie, un trouble neurologique qui détruit progressivement ses capacités de langage et l'oblige à se retirer du cinéma, Stallone réagit avec émotion. Dans une interview au Hollywood Reporter, il déclare « Bruce traverse une période vraiment difficile. Il est devenu injoignable. Ça me tue. C'est tellement triste. » Sur ses réseaux sociaux, il partage même d'anciennes photos d'eux, accompagnées d'un message affectueux. « On a parcouru un long chemin ensemble. Je prie pour toi et ta merveilleuse famille. » Pourtant, derrière ces mots, la réalité est plus froide. Selon plusieurs proches, Stallone et Willis ne se sont jamais reparlé directement depuis leur rupture de 2013. Leur réconciliation est restée symbolique, un geste public de compassion plutôt qu'un vrai retour à l'amitié. Aujourd'hui, Stallone continue de tourner, Tulsa King, nouveau projet Expendables, tandis que Willis s'est retiré définitivement. Leurs trajectoires ne se croiseront plus. Ce clash reste l'une des disputes les plus marquantes de l'histoire du cinéma d'action. Une amitié brisée par l'argent, nourrie par 2 visions opposées du métier, et conclue par une note tragique que même le temps n'a pas effacée. Eddie Murphy, une amitié détruite par une seule accusation. Au départ, tout semblait pourtant reposer sur une forme de respect mutuel. Dans les années 1980, Stallone est déjà une icône grâce à Rocky et Rambo, tandis qu'Eddie Murphy, prodige du stand-up et star montante de Saturday Night Live, explose à Hollywood avec son humour décapant. Les 2 hommes incarnent 2 styles opposés. Stallone, le héros musclé, sérieux, taillé pour les films d'action. Murphy, l'improvisateur comique, vif,
insolent et charismatique. Cette opposition pouvait être complémentaire, mais elle allait vite devenir source de rivalité. Le premier accroc survient autour d'un film devenu culte, Beverly Hills Cop, le flic de Beverly Hills. À l'origine, c'est Stallone qui devait incarner Axel Foley, un policier de Détroit envoyé à Los Angeles. Mais Stallone veut transformer le script en un pur film d'action, sombre et violent, à 1000 lieues du ton comique prévu. Les producteurs jugent sa vision trop coûteuse et trop éloignée de l'esprit initial. Résultat, Stallone est écarté du projet, et le rôle revient à Eddie Murphy. Le reste appartient à l'histoire. Sorti en 1984, Beverly Hills Cop devient un phénomène mondial, propulsant Murphy au rang de superstar international. Pour Stallone, le coup est dur à encaisser. Il recycle alors une partie de ses idées rejetées dans un nouveau scénario qui donnera naissance à Cobra, 1986. Le film, bien que descendu par la critique, cartonne au box-office et devient un classique du cinéma d'action, bourrin. Mais l'ombre de Murphy plane toujours. Dans l'imaginaire collectif, Beverly Hills Cop est associé au triomphe de Murphy et à l'échec avorté de Stallone. La rancune ne tarde pas à se renforcer. Lors du tournage de Beverly Hills Cop 2, 1987, un autre élément vient jeter de l'huile sur le feu. L'actrice Brigitte Nielsen, épouse de Stallone à l'époque, rejoint le casting. Très vite, la rumeur court à Hollywood d'une liaison entre Murphy et Nielsen. Stallone, fou de jalousie, explose de colère et aurait même lancé à Murphy, lors d'un coup de téléphone furieux. « Tu as baisé ma femme !» Murphy nie farouchement, mais le mal est fait. Même si la liaison n'a jamais été confirmée, la simple rumeur suffit à briser net toute amitié entre les deux stars. Stallone, humilié publiquement par cette suspicion, ne pardonnera jamais. Ce clash a aussi des conséquences artistiques. Dans les années 80, plusieurs projets ambitieux envisageaient de réunir Stallone et Murphy à l'écran. Un rôle dans The Godfather Part 3 aux côtés d'Al Pacino, le film de guerre Soldier of Misfortune, ou encore une comédie dramatique intitulée Boys. Mais ces collaborations potentielles sont toutes abandonnées, étouffées par la rancune et les tensions personnelles. Hollywood a perdu ce qui aurait pu être une rencontre de styles explosives. La rivalité ressurgit même des décennies plus tard. En 2024, alors que Murphy est en pleine promotion de Beverly Hills Cop, Axel F., il ne peut s'empêcher de lancer une pique en imitant Stallone, une version dure et musclée d'Axel Foley, comme Stallone l'imaginait à l'époque. Le public rit, mais derrière la blague se cache une ironie cruelle. 40 ans après, Murphy continue de se moquer de l'épisode qui a marqué Stallone. Ainsi, l'histoire Stallone-Murphy n'est pas seulement celle d'une jalousie conjugale ou d'un désaccord professionnel. Elle symbolise deux visions opposées d'Hollywood. Stallone, l'homme d'action qui voulait imposer sa gravité et son sérieux partout, et Murphy, l'humoriste qui a prouvé qu'un film d'action pouvait être porté par la légèreté, l'improvisation et le rire. Entre eux, il n'y aura jamais eu de terrain d'entente. Seulement une rivalité teintée d'amertume, de rumeurs sulfureuses et de piques lancées au fil du temps. Kirk Douglas égaux en conflit et scénario brisé. Leur affrontement est l'un des plus étonnants d'Hollywood, car il oppose deux légendes de générations différentes. Sylvester Stallone, alors jeune star montante après le triomphe de Rocky, et Kirk Douglas, vétéran charismatique, auréolé de chefs-d'œuvre comme Spartacus ou Les Vikings. En 1982, Stallone s'apprête à tourner First Blood, adapté du roman de David Morrell. C'est un projet crucial pour lui, après le succès de Rocky, il doit prouver qu'il n'est pas un one-hit wonder. Pour incarner le colonel Trotman, mentor et contrepoids moral de Rambo, la production pense à Kirk Douglas. Le choix paraît idéal, une figure imposante, capable de donner de la profondeur à ce personnage militaire. Mais dès le début, les choses tournent mal. Douglas, habitué à être une star absolue, arrive sur le tournage avec un ego énorme et une vision très différente du film. Dans le roman original, John Rambo meurt à la fin, abattu par Trotman, son supérieur et ami. Douglas exige que ce soit respecté. Rambo doit mourir. C'est la seule fin possible. Stallone, qui a retravaillé le scénario, voit les choses autrement. Pour lui, Rambo n'est pas seulement un soldat brisé, il est le symbole d'une génération de vétérans méprisés. Le tuer reviendrait à anéantir tout message d'espoir. Rambo doit survivre, même brisé, pour porter ce témoignage. Douglas entre alors en guerre ouverte contre Stallone. Sur le plateau,
Il refuse de dire ses répliques, se met à parler de lui-même à la troisième personne. Kirk n'aime pas ça, Kirk ne fera pas ça, comme si son statut lui permettait de dicter la loi. Il exige de réécrire certaines scènes, réclame davantage de dialogue pour lui, et veut être celui qui sauve ou condamne Rambo, afin de marquer le film de son empreinte. En privé, il accuse Stallone d'être trop sentimental, trop attaché à une vision hollywoodienne commerciale. La tension est telle qu'après quelques jours, Stallone et le réalisateur Ted Kotcheff prennent une décision radicale. Douglas est écarté du tournage. Il claque la porte en furie, convaincu que le film sera un échec sans sa présence. Le rôle est finalement confié à Richard Crenna, appelé en urgence. Ironie du sort, son interprétation sobre et charismatique fera de Trotman un personnage culte de la saga. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les rancunes ressurgissent presque 10 ans plus tard, en 1991, sur le tournage de la comédie Oscar. Stallone, qui aime provoquer, ne peut s'empêcher de piquer Douglas en lui rappelant ses caprices de First Blood. Lors d'une scène où leurs personnages doivent s'affronter, Douglas, emporté par son tempérament volcanique, frappe Stallone pour de vrai. Pas une petite gifle, un coup de poing sec, violent, qui surprend toute l'équipe. Après coup, Stallone confiera. Il a essayé de me tuer. Douglas, lui, ne regrettera jamais. À plusieurs reprises, il répète que sa version de First Blood, où Rambo meurt, aurait été supérieure. Ma fin était meilleure. La tienne n'a fait que de l'argent. Stallone, toujours respectueux en public, rend hommage à Douglas comme une légende du cinéma. Mais en privé, il lui en veut d'avoir presque saboté son film le plus crucial. Sans Rambo, sa carrière aurait sans doute pris un tout autre chemin. First Blood, en devenant un immense succès mondial, donne naissance à une saga et installe Stallone comme l'un des visages définitifs du cinéma d'action. Le clash Stallone-Douglas n'est donc pas seulement une dispute d'ego, il symbolise le choc entre deux visions d'Hollywood. Douglas, l'acteur classique, dramatique, attaché à la tragédie et au destin inéluctable du héros. Stallone, l'autodidacte qui croit en la résilience, au héros qui souffre mais survit. Deux visions inconciliables qui, des décennies plus tard, font encore couler de l'encre. Richard Gere comment une tache de moutarde a alimenté une rivalité hollywoodienne de 50 ans. Parmi toutes les querelles de Stallone, celle qui l'oppose à Richard Gere est sans doute la plus ancienne et la plus tenace. Leur inimitié remonte aux années 1970, à une époque où aucun des deux n'était encore la superstar qu'il allait devenir. En 1974, Stallone décroche un rôle important dans The Lord of Flatbush, un film indépendant sur une bande de jeunes voyous new-yorkais dans les années 1950. Le casting réunit plusieurs acteurs en devenir, dont un certain Richard Gere, encore inconnu mais déjà auréolé d'une aura de jeune premier. Dès les répétitions, l'ambiance est électrique. Stallone, marqué par ses origines modestes et son caractère rugueux, se heurte à l'attitude de Gere, jugée hautaine, distante et prétentieuse. L'incident décisif survient lors d'une pause déjeuner. Tous deux partagent la banquette arrière d'une voiture en route vers le plateau. Gere, occupé à manger un poulet en sauce moutarde, fait tomber un morceau dégoulinant sur la cuisse de Stallone. Furieux, celui-ci explose. « T'es sérieux? Tu viens de foutre de la moutarde partout. » La dispute dégénère en insulte, puis en geste brusque. Stallone, excédé, repousse Gere à coups de coude et l'éjecte littéralement du véhicule. La tension devient ingérable et les producteurs prennent une décision radicale. Richard Gere est viré du film, remplacé par Perry King. Stallone, lui, sauve sa place, mais l'incident marque le début d'une haine irréversible. Les années passent, mais la rancune ne s'éteint pas. Lorsque Stallone explose mondialement avec Rocky, 1976, puis Rambo, et que Gere devient l'icône romantique de toute une génération avec American Gigolo, 1980, et surtout Pretty Woman, 1990, leur chemin ne cesse de se croiser par la presse interposée. Stallone décrit Gere comme « un mec qui se prend trop au sérieux », tandis que Gere, en privé, parle de Stallone comme d'un « rustre sans subtilité ». Une rumeur sulfureuse va envenimer encore davantage leur relation. Celle de l'histoire de la « gerbille », cette légende urbaine absurde affirmant que Richard Gere aurait eu recours à une pratique sexuelle impliquant un rongeur. Pendant des années, Hollywood et les tabloïds chuchotent que cette rumeur aurait été lancée par Stallone lui-même, bien qu'aucune preuve ne l'ait jamais confirmée. Gere, humilié par cette histoire qui a terni son image publique,
n'a jamais pardonné. La tension refait surface en 1995, lors d'une fête organisée par Elton John à New York. La princesse Diana est présente, fascinée par Gere qu'elle connaît déjà. Les deux discutent longuement, ce qui agace Stallone, également invité et visiblement intéressé par Diana. La jalousie monte, les piques fusent, et la soirée manque de dégénérer en bagarre ouverte entre les deux acteurs. Elton John, excédé, racontera plus tard que ses invités ont dû séparer Stallone et Gere de justesse. Leur rancune ne s'arrête pas là. À la fin des années 1990, les deux hommes se retrouvent indirectement en compétition autour d'une autre femme iconique, le mannequin Cindy Crawford. Bien que les rumeurs n'aient jamais été confirmées, plusieurs magazines évoquent des tensions liées à leur proximité respective avec elle. Hollywood adore entretenir les mythes. Quentin Tarantino lui-même, grand collectionneur d'anecdotes, a un jour fait référence à ce clash légendaire, preuve qu'il est désormais inscrit dans la mémoire collective du cinéma. Près de 50 ans après l'incident de The Lord of Flatbush, aucune réconciliation n'a jamais eu lieu. Contrairement à d'autres disputes hollywoodiennes qui finissent par s'apaiser avec le temps, celle-ci est restée figée dans la rancune et l'orgueil. Aujourd'hui encore, Stallone et Gere refusent catégoriquement de se croiser. À Hollywood, on sait que si les deux se retrouvent dans la même pièce, l'atmosphère peut rapidement devenir électrique. Cette querelle reste l'une des plus anciennes et les plus coriaces de l'histoire du cinéma américain. Une simple tache de moutarde devenue le symbole d'une guerre d'ego interminable. Arnold Schwarzenegger, la guerre des titans de l'action. La rivalité entre Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger est sans doute la plus célèbre de toute l'histoire du cinéma d'action. Plus qu'un simple désaccord, c'était une véritable guerre froide hollywoodienne, faite de coups bas, de moqueries publiques, de manipulations, et même de rumeurs sordides. Le point de départ, les Golden Globes 1977. En 1977, Rocky explose au box-office et remporte l'Oscar du meilleur film. Stallone, qui a écrit et incarné ce personnage inspiré de sa propre vie, devient du jour au lendemain un héros national. Lors des Golden Globes de la même année, il est nommé dans plusieurs catégories. Mais ce soir-là, il perd face à d'autres concurrents. Dans la salle, Arnold Schwarzenegger, jeune bodybuildé fraîchement débarqué d'Autriche et qui commence sa carrière à Hollywood, se moque ostensiblement de lui. Stallone, à fleur de peau, lui lance un bol de fleurs en pleine figure. Cet incident, mineur en apparence, marque le début d'une guerre d'ego qui va durer plus de 20 ans. Les années 1980, escalade médiatique et box-office. Dans les années 80, leur carrière explose. Stallone enchaîne Rocky 2, 3, 4 et surtout Rambo, tandis qu'Arnold triomphe avec Conan le Barbare puis Terminator. Les deux deviennent les visages du cinéma musclé, mais aucun ne supporte l'idée que l'autre puisse être considéré comme le numéro 1. Stallone se moque de Schwarzenegger dans Rocky IV, 1985, à travers le personnage d'Ivan Drago, un colosse blond, froid, bodybuildé, caricature à peine déguisée de l'Autrichien. De son côté, Schwarzenegger ridiculise Stallone en déclarant dans la presse que ses cascades sont toutes faites par des doublures, insinuant qu'il est moins dur en vrai qu'à l'écran. La rivalité se poursuit jusque dans leur film, Arnold glisse des pics contre Stallone dans Toin, 1988, en posant devant une affiche de Rambo et en éclatant de rire. Stallone réplique dans Tango et Cash, 1989, en se comparant à Rambo et en ironisant sur les muscles trop gonflés de son rival. Même dans Demolition Man, 1993, Stallone s'amuse à insérer une réplique où son personnage découvre qu'une bibliothèque entière est dédiée à Schwarzenegger, devenu président des États-Unis. Les coups bas médiatiques et les rumeurs. Au-delà du cinéma, leur rivalité se joue aussi dans les tabloïds. Des journalistes rapportent que Stallone aurait insinué que le père de Schwarzenegger avait eu des liens avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Schwarzenegger, furieux, intente un procès, et le gagne. Cet épisode humilie Stallone publiquement, et renforce la haine entre les deux. Le coup le plus vicieux, stop. Or My Mom Will Shoot. Mais l'arme la plus vicieuse d'Arnold sera sa ruse. Au début des années 90, un scénario circule à Hollywood, une comédie policière intitulée Stop. Or My Mom Will Shoot. Arnold fait semblant d'être intéressé par le projet, laissant fuiter qu'il serait prêt à signer. Stallone, obsédé par l'idée de battre son rival sur tous les terrains, saute dessus sans hésiter.
Le film sort en 1992 et se révèle être un désastre monumental, l'un des plus gros flops de Stallone. Schwarzenegger avouera plus tard, « J'ai lu le scénario et je savais que c'était horrible. Alors j'ai dit à mes agents de faire semblant que je voulais le rôle. Stallone s'est jeté dessus. Et ça a été un désastre. Un coup de maître qui restera dans les annales de la manipulation hollywoodienne. La trêve des années 1990, Planète Hollywood. À la fin des années 1990, la rivalité commence à s'apaiser. Stallone et Schwarzenegger, rejoints par Bruce Willis, cofondent la chaîne de restaurants Planète Hollywood, censée incarner l'union des stars du cinéma d'action. Derrière les sourires, la méfiance demeure, mais les deux comprennent qu'ils n'ont plus rien à gagner à s'affronter publiquement. La réconciliation tardive. Avec le temps, la haine se transforme en respect forcé. Dans les années 2010, ils apparaissent enfin côte à côte à l'écran dans The Expendable 2, 2012, The Expendable 3, 2014, puis dans Escape Plan, 2013. Le public, longtemps frustré de ne jamais les voir partager l'affiche, savoure enfin ce duo inattendu. Mais même s'ils posent ensemble, plaisantent et donnent l'image de deux amis complices, Stallone avouera à demi-mot qu'il n'a jamais oublié les humiliations et les coups bas du passé. Bilan d'une guerre hollywoodienne. La rivalité Stallone-Schwarzenegger symbolise une époque, celle des années 80 et 90 où Hollywood glorifiait les muscles, les héros invincibles et les blockbusters spectaculaires. Elle a nourri les tabloïds, fait vendre des magazines, et donné lieu à des anecdotes devenues légendaires. Aujourd'hui encore, cette guerre d'ego reste l'une des plus marquantes du cinéma moderne. Deux titans, deux égos, deux visions du succès. Stallone, l'autodidacte parti de rien, et Schwarzenegger, le colosse venu d'Autriche, qui a conquis l'Amérique à la force de ses biceps et de sa stratégie. Cinq noms, Willis, Murphy, Douglas, Gere, Schwarzenegger. 5 rancunes nourries par l'ego, l'argent, la jalousie et les visions opposées du cinéma. Certaines se sont éteintes, d'autres jamais. Mais derrière les muscles et les blockbusters, Stallone a toujours vécu au milieu des trahisons et des guerres d'ego hollywoodiennes. Et s'il commence aujourd'hui à dévoiler ses noms, vous pouvez parier qu'il y en a d'autres qu'il garde encore pour lui. Y a-t-il d'autres histoires encore enfouies? Des querelles enterrées sous des décennies de silence. Lâchez un like si vous voulez une partie 2 et dites-nous en commentaire qui, selon vous, manque à la liste. N'oubliez pas de vous abonner, car à Hollywood, le vrai drame ne s'arrête jamais.